Bonjour et bienvenue à l'épisode 41 de Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes comiques. Cette fois-ci, je suis avec Kian Kojandi. On se connaît depuis longtemps, même avant Bref. Et c'était un des premiers humoristes français à jouer au New York Comedy Night, le plateau en anglais que j'anime toujours chaque vendredi à 21h30 au So Gymnase. Et depuis, il a fait d'autres choses. Et maintenant, il est sur les planches encore. Il est revenu pour jouer son spectacle qui s'appelle Pulsion. Il est aussi dans plusieurs films. Je vous conseille tout. Et ça faisait un moment qu'on voulait faire un podcast ensemble. Et on a eu la chance parce qu'il était l'invité sur le plateau du Grand 8, l'émission pour laquelle je fais des chroniques chaque lundi. Et après, donc, on est allé dans ses loges et on a enregistré ce podcast avant de manger du sushi. Voilà. Vous n'avez rien à battre. Bonne écoute. On est Grand 8. Au D8. On est à D8, ouais. Parce que tu viens de faire une espèce de promo pour le prochain film. Ouais, Rosalie Bloom, là, qui sort le 23 mars. Ouais. Et vu que tu fais ta chronique dans l'émission, je dis, voilà, on va le faire là, le podcast. Ouais, c'est cool. Et donc, tu as lu ce scénario, t'es tombé amoureux tout de suite de ce film. Qui l'a écrit ? C'est elle qui l'a écrit. Julien Rapneau. C'est Julien Rapneau, c'est une BD en fait adaptée de Camille Jourdi. C'est Julien Rapneau après qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, j'aimerais te proposer le rôle. Donc on a fait des essais. Et ça s'est fait aussi simplement complexement que ça. Ouais. Essais, lecture, on a réfléchi tous les deux à tout ça, puis on est partis tous les deux. On s'est dit, on tape dans la main. Tu sais, comme dans les clichés, on s'est tapé dans la main. Ouais. Et donc, est-ce que t'es proposé souvent, les gens maintenant ils te contactent pour des rôles, t'es débordé par des propositions, comment ça marche en ce moment? Non, enfin je reçois des propositions au cinéma, c'est cool, c'est que depuis ma série, j'ai un agent. Ouais, c'est cool ça. Bah ouais, c'est génial, ça change tout. Ouais. Ça change tout et attends, il y a juste un peu de bruit. Ouais. En fait, on s'est mis dans la loge et en fait, il y a un bruit. Depuis qu'on a fermé la porte, c'est pas bam. Le bruit nous cherche. C'était silencieux. Ouais, j'ai un agent et du coup je reçois pas mal de propositions, donc ça me touche énormément et j'essaie de choisir des projets coup de cœur. Ouais. Et là pour le film, c'est un vrai. Donc est-ce que tu sens toujours une obligation de faire quelque chose qui te plaît pas ou t'as vraiment maintenant le choix? Non, parce qu'il y a toujours cette petite pression. Non, parce que il y a, je sais pas, le cinéma pour moi c'est pas une occasion de faire du cinéma, c'est une bonne histoire avant tout. Ouais. Quand il y a une bonne histoire, je suis séduit par l'histoire, j'y vais à fond. Ouais. C'est voilà, j'ai des gens que je vais pas faire de name dropping, mais des gens que je respecte énormément dans leur carrière qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont dit faut que ça vienne de toi. Ouais. Et ça m'inspire en fait, et c'est comme ça depuis 4 ans que je maintenant on peut dire je gère ma carrière, j'ai pas de plan de carrière, mais je peux dire c'est comme ça que ma carrière se crée en fait, en faisant des choix, d'aller chez Cédric Clapiche, d'aller chez Rémi Besançon. Après je suis invité dans ces films qui sont des auteurs magnifiques, tu vois, quand tu lis les films c'est magnifique. Clapiche pour moi c'est juste une évidence totale, je trouve que c'est irrefusable. C'est une grande inspiration pour toi totalement. et Navo. Pour Bref, c'est fait. Même Rémi Besançon, de faire le film Lou avec Julien Nil, qui est son premier film, qui est un film avec un bel univers et tout, ça m'a beaucoup touché de le faire. Et puis le Disney, tout ça, c'est des projets qui sont, tu vois, je suis content. Je suis content. C'est un grand plaisir pour moi parce qu'on se connaît maintenant depuis 6 ans 7 ans, 7 ans, possible. Et donc de voir vraiment évoluer avant et après, bref, bien sûr. Il y a vraiment l'avant et après, c'est un peu comme Jésus-Christ. Il y a vraiment eu un avant et un après. Après, bref. Et donc c'est vraiment un plaisir. Chaque fois que je te vois sur l'affiche, je dis tiens, c'est cool. Ça fait plaisir, hein. Non, c'est un jour cool. tu dis des blagues sur une scène devant 10 personnes et puis ça marche, vous rigole bien quoi. Puis un jour tu te retrouves sur un JPEG affiché dans la rue qui te dit un film qui sort avec ton nom dedans. C'est fou. Parce que je me souviens la première fois où on a fait un peu le bordel ensemble et je me souviens que c'était parce que tu as arrêté de jouer ton One. Et donc tu avais le créneau au Galabru et donc tu as décidé de faire le bordel. C'était ça à la base. À la base c'était même, j'avais mon créneau le lundi soir, j'avais un samedi à 18h à remplir. C'est très très dur à remplir samedi à 18h. Les gens au Galabru. Au Galabru. D'accord. Et après j'ai eu le lundi soir et ça marchait pas du tout. Et après il y a Kairon et Boone, on avait un spectacle à 3 en stand-up où on faisait que du roast, c'est-à-dire qu'on parlait aux gens et puis il y a un mec qui a résumé le spectacle, il dit vraiment c'est 3 connards qui insultent les gens pendant 1 heure et c'est très drôle. Pour moi c'était positif. C'était très positif. Donc, ça nous avait fait beaucoup rire parce qu'on créait des blagues comme ça, c'est-à-dire comme ça que Kairon et Boone aussi ont créé aussi leur matériel d'improvisation.
c'est là qu'ils sont devenus quasiment indestructibles sur scène. Parce que tu fais tes armes en faisant. Ouais, en fait, quand tu te jettes une heure, on avait tous, le concept c'était, on avait 10-15 minutes de blagues vraiment drôles à nous, d'univers à nous. Ouais. Et on partait en discutant avec les gens. Et puis à un moment donné, ça fait, mais quoi, tu t'as fait quoi aujourd'hui? Ah, je suis au cinéma. Ah, Kian, il aime beaucoup le cinéma. Et boum, on connaissait les blagues de chacun. Et du coup, on avait 45 minutes de blagues. Oui. Et une demi-heure d'improvisation. Donc vous étiez tous les trois sur scène ou c'était... D'accord. Tous les trois. D'ailleurs, on mangeait sur scène. Les gens, ils arrivaient. On avait pris un traiteur asiatique. Puis Après, vous vous dites, c'est vraiment le bordel. Il faut qu'on appelle ça le bordel. Après, on a commencé à dire, on va commencer à prendre le créneau et en faire le bordel club. Et c'est Navo qui m'avait dit, on a qu'à réunir tous les potes. Et puis ils viendront ici. On sera 10. Et c'était cool, quoi. On pourra créer des sketchs et tout. Et même être libre de faire ce qu'on veut. Comment vous le connaissez avant? Comment tu connaissais Kéron et Boone à l'époque? Quand tu fais ce métier, que tu commences ce métier, forcément tu vas commencer à jouer dans des endroits, il y a des noms qui commencent à apparaître dans ta vie, le Café Oscar, le Chachman, le Paname. C'est des gens, ça fait partie de ton vocabulaire, après ça fait partie de ton agenda, et puis après il y a des gens que tu rencontres, que tu as plus ou moins d'affinité, et puis il y a des gens avec qui ça colle tout de suite. Navo, c'est un mec avec qui ça colle, c'est un mec qui écrivait pour Kéron, il avait la bande pas dessinée, j'adore, c'est un mec de concept, donc je me suis dit, tiens, j'ai pensé à une blague pour ton blog, et il m'a dit, j'ai pensé à une blague pour toi, il est venu à mon spectacle, puis on s'est changé des blagues, et puis au fur et à mesure ça s'est créé comme ça, puis Kéron aussi, ces gens font partie de ton paysage à un moment donné, puis à un moment donné ils font partie, tu vois, ils sont dans l'arrière-plan, et de plus en plus ils deviennent figurants, puis après ils deviennent acteurs de ta vie, acteurs second rôle, acteurs premier rôle, puis après des fois ils reviennent second rôle, et puis la vie fait qu'après tu les vois encore de loin, mais après vous vous rapprochez toujours, mais vous faites partie du même film. C'est bien dit. Et donc, à la base, toi, parce que j'ai entendu là, tout à l'heure, dans ton interview, tu venais du théâtre, en fait. C'était ça qui t'a attiré dans un premier temps. Quand est-ce que tu as senti, tiens, je suis drôle? Est-ce qu'il y avait un moment clé ou est-ce que c'était avec le pote? Est-ce que c'était avec ta famille? J'ai un vrai problème dans ma vie, c'est que j'oublie tout. J'oublie tout. C'est-à-dire que le matin, je me réveille, j'avais 1000 résolutions la veille. Je sais plus. Mais vraiment, je me réveille, je ne sais plus qui je suis, quoi. Dans le sens, je me réveille, je fais c'est vrai, j'ai ça, je suis connu. C'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai que j'ai fait déjà 60 dates de mon spectacle. Tu sais, j'ai le trac, je fais merde, faut mon spectacle ce soir. Je fais non mais t'as fait 60 dates. C'est vrai, j'ai fait 60 une sorte d'amnésie à chaque fois, tous les matins, j'oublie des choses, j'oublie pas l'essentiel. Comme si tu te réveillais dans ta vie. À chaque fois, faut prendre. Mais ça dure vraiment 5 minutes où je me dis, il y a ça. Sauf en ce moment où je suis dans une période de promotion intense, où vraiment, tu sais, pendant 10 heures par jour, je parle beaucoup de moi, donc on peut vraiment donner, je me rappelle de qui je suis. Mais j'ai revu mes amis d'enfance à l'école. Et ils m'ont dit, mais tu sais, Kian, des fois, quand il pleuvait, sous le préau, quand on allait donc à l'abri de la pluie pendant la récréation, tu nous disais allez, mettez-vous autour de moi, je vais vous raconter une histoire. Je me rappelais même pas que j'avais fait ça. Et on m'a remontré d'ailleurs aussi une vidéo en fait où c'est mes premiers pas sur scène. J'étais en CM2, j'avais fait un spectacle de fin d'année et j'ai mes premiers rires. Mec, j'ai des rires. T'imagines, j'ai des rires. Je rentre, bam, rire, je sors, bam, rire, applause. Tu fais waouh. C'est incroyable ça, et j'avais complètement oublié ça, j'avais perdu complètement confiance en moi. Des fois d'ailleurs, tu te dis, tu fais du stand-up, tu sais ce que c'est, il y a des soirs, tu te dis, bon, c'est le pire métier du monde, je vais arrêter. Exactement, je ne suis pas fait du tout pour ça. C'est vraiment le pire comme le meilleur, c'est vraiment une drogue dans ce sens-là, c'est vraiment, tu peux avoir le meilleur high et le meilleur low. Exactement, c'est ça, c'est incroyable. Et j'avais des fois, je me dis, mais c'est vrai, j'ai fait ça. Donc je me rappelle pas de mon premier rire, mais j'ai toujours été attiré par l'attention en fait, d'attirer l'attention, de divertir. Peu importe que ce soit avec chose de drôle ou de sincère ou de peut-être un peu plus touchant, mais j'ai jamais eu trop la pression de dire il faut faire rire les gens. Juste, c'est important de. Je pense que ça vient de mon daron, mon père. Je pense que ça vient de ça. Est-ce qu'avec ton frère tu rigolais tout le temps. On faisait des scènes de films, on refaisait des scènes de films. On était fasciné par le métier d'acteur. D'ailleurs, c'est étrange que quand j'ai dit à mon père, à ma mère, je veux devenir acteur à 22 ans, qu'ils m'ont dit pourquoi tu veux devenir avocat, t'allais devenir avocat, pourquoi t'as fait ça? Et en fait, je me suis rendu compte que je fais ça depuis tout le temps. Dès qu'il y avait un cours de théâtre au collège, je l'ai fait. Dès qu'il y avait un cours de théâtre au lycée, je l'ai fait. À la fac, je faisais ça. Et dès que j'étais dans un cours de théâtre, je me dis mais j'aimerais que ça se fasse tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et je ne savais pas. Et puis la vie te dit non, mais c'est bien d'avoir un métier. Bien sûr.
il faut que tu travailles. Il Ouais, faut que 8 heures par jour, tu trouves un truc à faire Ouais, qui va te rapporter de l'argent. Mais pourquoi tu ne trouverais pas un truc à faire que t'aimes? bien sûr. Donc c'est dur. Ouais. Il y a un vrai lancement, il y a une vraie peur. Mais je pense que quand tu franchis ce cap et que tu commences à t'accomplir en tant que faire ce que t'aimes, et quand je dis métier, c'est pas au sens péjoratif, c'est au sens un truc que tu n'aimes pas faire et que Oui. tu dois le faire 8 heures par jour, rencontrer des gens qui deviennent tes collègues, qui sont des amis, qui sont payés. Je pense que c'est bien aussi quand tu dois le faire et que t'as pas le choix, il faut le faire, c'est important. Quand à un moment donné tu peux te donner le choix de dire attends, maintenant je l'ai fait pendant 8 heures. J'ai fait pendant 15 ans des métiers que j'aimais pas. Ouais. 15 ans. Ouais, parce que j'ai travaillé dans le magasin de mon père. Oui, j'ai d'accord. vendu des tapis, j'ai vu ce que c'était que la difficulté des marchés, le froid, le dimanche matin, t'installes ton truc à 5h du mat, enfin Ouais. il y a de quoi vraiment, il y a la difficulté des métiers. Puis dès 15 ans, je me suis mis à bosser, j'ai fait des trucs quoi, des livraisons, Mais est-ce que 16 ans, je crois, c'est 16 ans. tu as pensé peut-être que tu pouvais être avocat et utiliser cette partie de toi qui aime justement faire un spectacle en tant qu'avocat, parce que souvent aussi, par exemple, les profs disent souvent oui, j'ai l'impression que j'ai fait du stand-up aussi parce que tu es devant un public en tant qu'avocat aussi, si tu es dans le courtroom, Ouais. à la cour, tu es devant un public aussi. C'est la même chose, mec, c'est 12 heures de boulot pour 5 minutes de plaidoirie. Ouais, d'accord. Un 5 minutes de stand-up, c'est ça. C'est 12 heures minimum, comptant l'écriture, les tests sur scène, l'avoir testé, c'est 12 heures d'affilée pour avoir un 5 minutes. Ouais. Ultra marrant. Ouais. Et personne n'en déroge, personne ne déroge cette règle. Les Américains vont tester toutes leurs blagues tout le temps en permanence dans les comedy clubs. Ouais. Quand tu as donné ton créneau au bordel, Ouais. est-ce que tu avais l'impression que tu avais du mal à lâcher ton one, ou est-ce que c'était un soulagement? Naturellement, tu prends tu prends là où il y a du plaisir, parce que quand t'es à 3 avec tes potes sur scène, tu fais des blagues avec les gens et que le spectacle marche bien, c'est plus facile de remplir une salle de 100 à 3, parce que si déjà ça mène 5-10 personnes, il y a 30 personnes dans la salle. Ouais. C'est déjà beaucoup. Ouais. 30 personnes, on se rend pas compte, mais c'est énorme en fait. 30 personnes que tu connais pas, qui viennent rire et qui viennent t'assister, donner un peu d'argent à la fin, c'est juste incroyable. Pour un jeune humoriste, c'est juste un exploit. Ouais. Donc naturellement, après, puis tu sais, à un moment donné, tu te dis, c'est tellement dur de monter seul sur scène. Alors quand t'es tout seul, mec, j'étais tout seul. Ouais. Et j'étais tout seul. C'est-à-dire que je montais sur scène, j'installais mon truc, il y avait mon pédalier, j'avais mon alto installé, la régie, j'avais un micro-casque. Il y avait 2 personnes dans la salle. Ouais. À un moment donné, tu te lasses, quoi. Tu dis, bon, ça ne marche pas. Donc c'était côté remplissage qui te... Ouais, puis je prenais pas trop de plaisir avec ce spectacle parce que, mine de rien, c'est un cercle vicieux. Tu prends moins de plaisir et c'est dur à remplir, donc tu prends moins de plaisir. Bien sûr, ouais. Tu sais, une salle pleine, c'est incroyable de faire rire des gens. C'est magnifique en fait. Oh, tu dis, oui, c'est bien ça, ce métier. En fait, c'est ça ce métier. Ouais. J'ai fait une tournée qui s'appelle La Route du Rire aussi avec Cyril Hanouna et plein d'autres gens. Là, récemment? Ouais, il y avait Verino. Non, c'était en 2008-2009. Ah oui, d'accord. Et je faisais des salles de 2000 places. Oui. C'était un casting. Moi, je faisais les premières parties il y avait Thomas Sisley, Patrick Bosso, il y avait Gérald Dahan, il y avait plein de gens. Oui. Et je faisais leur première partie. Et du coup, t'étais là, tu fais, mais c'est ça le métier en fait. Oui. C'est faire rire une salle de 800, 2000, de 2000 personnes. Et comment t'es arrivé déjà là? Parce que déjà, si en 2008 tu faisais la première partie de ce genre-là, quand t'es arrivé, parce que tu viens d'où? Tu viens pas de Paris? Reims. À Reims. T'es arrivé à Paris quand? Je suis arrivé en 2005, 3 En ans de disant, confinement. je vais faire du théâtre. Je veux être marrant. Je veux pouvoir représenter ma pensée D'accord. de manière efficace. D'accord, c'est très avocat. Choisis tes mots. J'ai mon client, c'est ma pensée. J'ai signé un contrat et c'est marqué ça. Non, mais Après rien. Non, mais j'avais envie de représenter ma pensée parce que je vais te dire un truc. J'ai fait un casting pour une grande marque en 2002 ou 2003. C'était un casting sur une photo, puis après il fallait faire un casting devant des gens, puis après il y avait une finale derrière et tout. Et je suis monté sur scène, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Je suis monté sur scène, j'ai fait totalement l'inverse de ce que je voulais faire. Ouais. J'ai quand même eu le casting. Ouais. Je suis arrivé en finale et j'ai perdu. D'accord. Quand je suis sorti du casting, je me suis dit, c'est incroyable. J'avais une volonté, une idée. Quand je suis monté sur scène, j'ai tout oublié. Je dois absolument apprendre à monter sur scène. D'accord. Et donc je suis parti au cours Simon, je me suis dit, je veux apprendre à être un acteur. Oui. Je veux apprendre à tout jouer, je veux voir, rencontrer tous les auteurs, tout lire. J'avais tellement peur de faire un bide que j'ai tout appris. J'ai lu Feydeau. Oui. Tu connais Georges Feydeau? Ouais. Alors Georges Feydeau, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui était complètement obsédé par le rythme. Et d'ailleurs, Ouais. bref, c'est totalement un hommage à Feydeau. Ouais.
C'est des rupture, ouais, c'est ça. C'est vraiment le théâtre du début du siècle, de 1900. Le boulevard. Il y a Feydeau et Guitry, voilà. C'est vraiment. Mais vous êtes au courant? Quoi? Monsieur n'est pas là. Ah oui, monsieur n'est pas là. Vous êtes au courant? Quoi? Donc ils attendent. Ouais. Un autre personnage arrive. Vous êtes au courant? Quoi? Monsieur n'est pas là. Ah oui, d'accord. Monsieur n'est pas là. Ouais. Et troisième fois, ils font. Vous êtes au courant? Quoi? Monsieur est là. Ah, monsieur est là. Oui, d'accord. Il y a une sorte d'implacabilité du rire en fait Ouais. qu'il installe comme ça. Donc je me suis dit, mais pourquoi ce mec arrive systématiquement à faire rire les gens à un moment donné, dans un timing donné? Ouais. C'est-à-dire que le mec fait rire les gens implacablement 3 secondes à chaque endroit, chaque soir, Ouais. quand c'est bien joué. Et en fait, j'ai découvert la clé, c'est la sincérité. C'est-à-dire que tu peux faire le robot, de faire tes effets comme ça d'ailleurs. Des fois quand on joue d'ailleurs, t'es d'accord, c'est bon. Des fois on est un peu en mode robot, on clair. dit ces blagues, on n'est plus dedans. Mais quand tu repenses chacune de tes blagues, elles ont un impact beaucoup plus puissant. Ouais. Quand tu essaies de revivre en fait. C'est ça. Ouais. Et ben c'est ce que j'ai appris dans le métier d'acteur. C'est Ouais. que tu dois être sincère à tout moment. Dans un moment drôle, touchant, triste, que tu veux, peu importe, il faut que ce soit sincère. Si tu calques, si tu fais de la mécanique, ça marchera pas. Ça marchera, mais moins. Ouais, moins. Et tu prendras pas de plaisir. Ouais. Et est-ce que tu as du mal, encore aujourd'hui, par exemple, à revenir à cette sincérité? Est-ce que tu te vois partir, ou est-ce que tu as l'impression, à force de le faire, ça devient automatique? Il y a un cas. Ouais, je vois bien. Ironiquement, c'est- automatique de vivre le C'est moment. compliqué de demander à un être humain de dire 100 fois le même texte et de le dire 100 fois d'une manière nouvelle ou Ouais. comme s'il le pensait. Penser, Il y a des trucs qui m'aident. C'est quand je vois que je m'emballe. De toute façon, d'ailleurs, tu le vois en début de spectacle, quand t'es en mécanique, t'as moins de rien. ouais. Tu dis merde, c'est pas ça. Puis quand tu commences à te détendre, ça vient généralement de la tension. Parce Ouais. que t'es tendu, t'es un peu parté sur toi. Tu dis attends, pourquoi je suis tendu? Et c'est fou à quel point le public sent comme des chiens. Ils sentent ta peur, ils sentent. Là, tu viens d'insulter le public de chiens. Écoutez-moi bien, bande de chiens. Vous êtes des chiens. Sentez, hein. Non, là, il y a ce côté. Ouais, les gens, ils savent tout à fait. Si t'arrives et que tu. C'est incroyable. Papy, j'ai fait une rencontre avec Papy en 2010. Je faisais le Jamel Comedy Club dans la troupe. J'ai fait la troupe du Jamel Comedy Club pendant 2 mois. Ouais. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse, j'aimerais remercier Jamel Debbouze parce que je pense que c'est un des rares humoristes de la génération d'avant qui a payé le loyer de tous les humoristes de cette génération. Je pense que Ouais. la plupart des humoristes aujourd'hui qui sont sur scène, Ouais. qui ont un public et tout, ont gagné de l'argent, au moins un loyer, Ouais. grâce à Jamel Debbouze. Je pense que c'est rare d'avoir des humains de cette qualité qui créent des endroits qui permettent à des jeux. Parce que si t'enlèves le Jamel Comedy Club, le Comedy Club, il y a beaucoup de gens où leur statut d'intermittent disparaîtrait, il y a Ouais. beaucoup de précarité qui s'installerait dans le métier des humoristes aujourd'hui. Moi, c'est quelqu'un qui croit à l'humour en sens plus Clairement. général. Clairement. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de commencer Mais une espèce non. de troupe ou une espèce Puis de. financièrement, ça peut être un gouffre. Ouais, ouais. Un lieu à Paris, ça coûte cher. Non, Ouais. mais je sais pas si on se rend compte, mais c'est rare qu'un humain aide autant d'humains Ouais, de manière indirecte. ouais, C'est-à-dire qu'à aucun moment le mec il est venu et fait je t'ai aidé. ouais. C'est son lieu. Tout ce qu'il a généré avec ça, ça a généré des droits d'auteur, ça a généré des cachets, ça a généré des rassemblements. Une voix à une population Ouais. en France qui n'avait pas avant. Moi, je n'étais pas là Mais je avant, trouve mais ça- j'ai l'impression Et que j'ai que pas c'est envie ça de. que ça a fait. Alors voilà, c'est juste, je le fais pas, je le fais vraiment sincèrement parce que c'est des moments dans ma vie où j'avais vraiment besoin d'argent. Ouais. Et quand tu touches un cachet, tu Ah dis, oui, c'est Ouah, bon. j'ai fait des blagues et je suis payé, Ouais, ouais. mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et Et c'est tout. Voilà, Pas payé au chapeau, payé. non, t'es payé un officiellement. contrat. Ouais, t'as une feuille de salaire, l'État il dit ah cool, Ouais. c'est chiant mais on Ouais. va se revoir pour les impôts. Ouais. Mais non, mais il y a ce côté, voilà, je pense que c'est Légitime. important. Ouais, c'est important. Je Ouais. l'ai déjà remercié personnellement, mais je pense qu'on devrait avoir une vraie prise de conscience que mine de rien, ça nous fait tous du bien, Ouais. tous du bien. Et je pense qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui ont touché de l'argent de leurs locataires humoristes parce qu'il y a un endroit qui s'appelle le Comedy Club. Ouais. Pour revenir au Comedy Club, c'est là que j'ai rencontré Papy. Ouais. Papy qui m'a Qui est mon producteur, je sais pas si tu qui est ton producteur, mais qui est une personne exceptionnelle. C'est un peu je suis un peu mon Michel Drucker. Il y a que des gens exceptionnels, mais je préfère parler des gens qui ont du talent et qui sont exceptionnels parce que j'ai remarqué un truc d'ailleurs, c'est qu'on les gens méchants, on parle plus d'eux. On parle beaucoup plus des gens méchants parce qu'ils sont ils ont méchants. beaucoup plus de buzz. Voilà, les gens méchants. la preuve, Donald Trump, c'est la preuve. Ouais, Donald Trump, Voilà. alors qu'il y a je crois qu'il y a des gens plus gentils, quoi. Donc Ah, c'est il faut attirer les gens. Si les gens écoutent ce que je dis, je pense qu'il faut être attiré par les gens comme Papy, qui sont des gens exceptionnels, ils me voyaient sur scène, ils me disaient ouais c'est bien, t'as un univers, mais tu respires pas. Toi tu respires pas, mais tu respires pas. Tu montes sur scène et t'étouffes.
Ah bon? Et je fais, mais c'est vrai. Je parle tellement, je suis tellement dans le désir d'exister, de faire rire les gens que j'oublie la base de l'humanité, respirer. Et moi, il me dit, tu montes sur scène et tu respires. Et tu verras, ça va changer ta vie. Je suis monté, j'ai pris une grande respiration. Mon passage, il était ouf. Ouais. Mais dans le sens où les gens ont kiffé et j'ai kiffé. Ouais. Et mine de rien, c'est un truc un peu tabou chez les humoristes, la notion de prise de plaisir dans une soirée. On dit, bah non, j'ai pris du plaisir, il y avait des gens et tout. Mine de rien, ça s'apprend. C'est un peu comme le sexe. Tu vois, quand tu baises, tu dis, oh, j'ai baisé et tout. T'as kiffé? Non, je l'ai baisé. Clac, non, c'est clac. Tu vois, il y a un côté genre inavouable de, ouais, mais est-ce que t'as kiffé ou est-ce que t'as fait l'acte? Ouais. Parce que tu sais, il y a un moment donné. Est-ce que t'as coché la case ou est-ce que t'as vraiment. Bah ouais, il y a enfin, faut dire, dans le sexe, des fois, il y a des moments, c'est. Bon, c'est un moment qui se reproduit très rapidement. Ouais. Tu sais, c'est un moment. C'est vraiment un moment rapide qui se reproduit très vite où il n'y a pas de plaisir, mais on sent qu'il y a un désir qui monte, mais il n'y a pas forcément de plaisir. Or, des fois, on peut vraiment prendre du plaisir, et on peut prendre du plaisir en tant qu'humoriste aussi tout le temps, à chaque moment, à créer des choses. Ouais. Et Papy a amené ça. Je sais pas qu'il m'a appris à baiser. Il m'a appris à créer sur scène, à me dire, prends le temps, invente des choses sur scène, parce que c'est ça qui va créer, c'est ça qui va amener les gens dans un univers. Et ils savent pas ce que tu vas dire après. Les gens, ils savent pas. Ouais. Donc, respire. Si à un moment donné, tu te sens un peu tendu, respire, bois de l'eau, hydrate-toi, dis à ton corps, t'inquiète, c'est cool, et ton corps, il va se détendre et il va te suivre. Et je pense que c'est une clé, parce que tout le monde, vraiment, j'ai vu que des gens dire, oh non, c'est incroyable, c'était super, est-ce que t'as pris du plaisir? Il y a beaucoup de gens qui disent, non, j'ai mis du temps à me rentrer dedans, j'ai mis 20 minutes à rentrer dedans, 30 minutes, on commence à se délier entre nous, mais... Après, bon, il y a d'autres facteurs. Hein. Il y a des trucs, des fois la salle n'est pas là, des fois tu sens qu'ils sont pas assez unis. Ouais, c'est comme un premier rendez-vous avec une fille. Exactement, c'est un date. C'est un date. T'es un peu tendu au début, t'es là. Moi, je l'ai dit à la française, toi, tu me reprends en anglais. J'aurais pu dire. Bah oui, mais c'est ça. Voilà, on est un peu, voilà, on veut que tout le monde nous rejoigne. Voilà, bonjour les anglo-saxons, bonjour les français, on est là, on est tout. Je sais jamais pourquoi il y avait saxon d'ailleurs, parce que ça fait vraiment saxophone pour moi dans ma tête. Anglo-saxon. Et peut-être ça vient de saxon, peut-être c'est les anglo-saxons qui ont. Ouais, anglo-saxon. Okay. Mais et voilà, donc je pense que ça vient de. Je me rappelle plus du tout de la question initiale. On a dérivé sur Jamel. Non, mais plaisir. C'est ça notre podcast. Mais ça, c'est la création de l'instant, et c'est ça qui. Mais est-ce que tu étais toujours dans le sketch, ou est-ce que tu étais commencé à être attiré par le stand-up? Est-ce que tu fais une grande différence entre les deux? J'ai été fasciné. J'étais un jour, il y avait un festival d'humour qui s'appelait Court et Drôle en 2002. Je crois que c'était au Trianon, ou c'était au. C'est une salle qui a brûlé d'ailleurs, je crois. Non, c'était le. Non, mais c'était une salle à Pigalle à côté du. C'était le genre Trianon juste à côté. C'était le. C'est très connu. Qui s'appelle plus comme ça. Non, qui a brûlé, qui est quelque chose qui va être ouvert, qui va être une salle magnifique. Et j'avais vu Thomas Sisley monter sur scène, parler comme ça aux gens. Ça va, vous allez bien, tout. Putain, c'est génial ce style. J'adore ce style de parler comme tais-toi. Et ça claque en fait. Et surtout, j'ai vraiment rencontré le stand-up avec Jerry Seinfeld quand j'ai vu son spectacle. Là, vraiment, pour moi, c'était une claque. Je me suis dit, waouh, le mec parle de la vie de tous les jours, il parle d'un truc perso et tout. Il est lui-même. Mais Jamel, c'était ça, hein, Jamel était lui-même. Ouais. J'adorais Jamel dans 100% de Booze, mine de rien, c'est lui, quoi. Ouais. C'est lui, c'est avec son avis, ses tranchées, cette prise de position. C'est stylé, quoi. Il parle de sa vie, je lui dis, waouh, ça m'inspire. Bigard le faisait. De manière un peu plus crue, avec un univers un peu plus cru. Je sais pas, Coluche le faisait, mais quand on parle avec sa voix, parce que tu parles avec Coluche, c'était pas vraiment, il jouait un personnage. Ouais, il avait un prisme, mais quand tu parles avec ta voix, je trouve qu'il y a un délire, genre, je vais vous parler d'un truc marrant, de manière marrante, mais d'un truc personnel ou d'un truc généralement qui m'a fait souffrir, mais vous le voyez pas ça. Ouais, et donc avec Thomas Sisley et cette génération de Jamel, de première. Donc, est-ce que je sais pas à quel point le stand-up n'existait pas, ou ce mot n'existait pas en France? Oui, c'est comme selfie. Tout le monde faisait des selfies, mais dès qu'Obama fait un selfie, on dit on fait des selfies. Maintenant, il y a même des gens qui disent tu peux nous prendre en selfie, s'il te plaît. Enfin, c'est devenu un truc qui existait avant. Ça existait déjà, quoi. C'est juste que il y a une sorte de mot qui est arrivé, mais. Mais le stand-up grandit vachement bien en France, je trouve, c'est super. Ouais, c'est sûr. Il y a de plus en plus de gens quali qui arrivent, qui font avec leur personnalité. Et donc, il y avait un moment clé où tu dis, tiens, j'aimerais faire ça. Je veux plus faire le sketch, j'ai envie de... La première saison du Jamel Comedy Club, j'ai vu ça, j'ai vu Ben, Cédric Ben Abdallah. Je me suis dit, waouh, ce gars est incroyable, il a un univers fort. Il arrive. Et Seb Melia aussi, ça m'a beaucoup plu. J'avais beaucoup aimé Seb Melia. Son premier passage au Jamel Comedy Club, il parle du McDo. Ça me parlait parce que ça je sais pas,
Je dis ouais, c'est un mec qui galère, il fait des tafs un peu durs, et il est un peu tu vois, il se sent un peu humilié au taf, il se sent un peu chiant, il en parle, tu vois. Je vois que c'était lui. Ouais, c'était honnête. Et je suis très touché quand je vois un mec qui me dit, je vois, c'est lui, quoi. Ouais. C'est cool. Je suis allé voir Farid au Châtelet il y a une semaine. Écoute, c'est vraiment c'est impressionnant à voir. Parce que ce mec il arrive sur scène, mais il est là, quoi. Il est jazzy, tu vois, tu peux l'entendre parler pendant des heures. Il parle avec sa voix, il est drôle, il a ses punchlines et tout, mais il est pas dans un clown, tu vois. Salut, ça va, vous allez bien, nanana, je suis marrant. Tu vois, il est vraiment dans un truc et c'est ultra marrant. Et du coup j'aime bien ce rapport qu'on a avec. Et il peut être dans un... Ouais, j'ai pas vu dans une grande salle, mais j'imagine bien que même dans une grande salle, il est détendu. En fait, on a eu cette conversation dans le podcast, c'est que j'étais impressionné à quel point, même quand je l'ai voyé au Churchman, à quel point il était détendu. Il a toujours été très posé. Très posé. Mais je l'ai revu au Paname 2 ans après. Il développe, c'est son style en fait qui est fort. Je pense que c'est ça le stand-up, c'est des personnalités fortes. Quand Yacine Bellous parle de l'hymne national français et qu'il en parle, qui doit expliquer aux Anglais c'est quoi les paroles de l'hymne national et qui se rend compte que c'est méga violent, hyper violent, et qui dit mais je peux pas défendre les valeurs, enfin c'est bizarre, c'est étrange en fait. Et du coup tu dis mais c'est une vraie prise de conscience, et Yacine Bellous parle avec sa voix. Tu vois, Shirley Soignon parle avec sa voix, Adrien Arnoux parle avec sa voix, tu parles avec ta voix. Quand tu vois, c'est ça qui m'intéresse, c'est vos points de vue. Blanche Gardin parle avec sa voix. Ça c'est des gens qui, tu vois, Kairon quand il monte sur scène il parle avec sa voix, il va pas salut ça va, c'est lui en fait, et c'est ça que j'aime. Baptiste aussi. Baptiste il est dans une scène d'énergie à fond. C'est-à-dire qu'il parle, lui il est dans une sorte de tourbillon qu'il crée à chaque fois. C'est comme il se met à tourner, et après il crée une sorte de tourbillon, et tu pars dedans et tu te mets à rigoler toutes les 3 secondes. Mais c'est intéressant parce que toi t'es venu de quelque chose qui est théâtral où tu joues un autre personnage. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand ce basculement de je veux plus jouer un personnage. Est-ce qu'il y avait un moment où tu dis j'ai jamais voulu jouer de personnage. D'accord. Donc en tout cas sur scène, j'ai jamais je me voyais, d'ailleurs quand j'ai fait du théâtre, vraiment je suis rentré pour apprendre la mécanique comique. Je voulais comprendre pourquoi j'avais raté ce casting. Je voulais comprendre pourquoi j'avais raté ce truc j'avais cette idée en tête, je voulais le répéter un peu, et je suis monté sur scène et j'ai apprendre à maîtriser un effet comique, apprendre à réêtre sincère à chaque fois. J'ai toujours voulu faire du stand-up. Quand j'étais pendant mon cours Simon, j'écrivais mes premiers textes à la banque où je travaillais, j'étais hôte d'accueil dans une banque, et j'écrivais mes premiers textes, et c'était pas ouf, mais j'écrivais, puis je voulais vraiment les raconter. Et j'ai mis 3-4 ans avant de trouver vraiment mon clown sur scène. C'est-à-dire mon clown, quand on parle de clown, c'est moi en fait, de trouver ma voix. On dit persona en anglais, c'est ça. Ton clown quoi. C'est mon clown quoi, c'est le fait de parler avec ma voix, de me sentir accepté avec qui je suis. Exactement. Et mes idées. De pas avoir à appuyer mes effets comiques ou de tricher un effet comique. Vous avez vu, nanana, tu vois. Ça met du temps de se chercher. Et je vois d'ailleurs dans les salles de stand-up, je vois des jeunes humoristes qui arrivent. Et on est impatient. Je me retrouve beaucoup là-dedans. Oui, bien sûr. Côté genre blague, je veux être blague, je veux être marrant parce que je veux que ma vie change, je veux absolument être reconnu pour mon talent. Et à un moment donné, tu te rends compte que quand tu reviens 2 ans après, tu revois les mêmes talents qui ont évolué, qui se sont acceptés, qui ont commencé à parler avec eux-mêmes, avec un propos qui est différent, qui veulent raconter une histoire, raconter un truc qui est personnel, et du coup, tu dis ça, c'est magnifique comme art, parce que c'est un art, pour moi, c'est un art majeur, le stand-up. C'est sûr. Je crois que le théâtre est un art majeur, non ? Le théâtre est un art majeur. Je crois qu'il y a la musique, le théâtre, la danse. Musique. Ça fait partie c'est la branche sincère du théâtre. Dans le sens où le micro aide à ne pas forcer la voix. Quand tu es au théâtre, c'est pour ça que quand tu filmes du théâtre, tu parles très fort pour que les gens. Tu dois exagérer. La 800e personne en haut de la salle doit parler très fort, tu dois exagérer. Le stand-up ouvre cette côté, genre cet endroit-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de metteurs en scène qui travaillent avec des micros parce que justement, ils veulent arriver dans un délire un peu plus cinématographique. Donc, il y a ça se mélange entre voilà qui je suis. Et je dois le transmettre à beaucoup de gens en même temps, à un moment donné, avec un rire à la clé. J'adore, je suis fan totalement de ça. Et donc tu as regardé Seinfeld, et donc à quel point tu étais influencé par les Américains à un moment donné? Tu es fan de Louis C.K. aussi? Oui, un gros fan de Louis C.K. Et est-ce que, je me souviens que, je ne sais pas si c'était avant ou après Bref, tu es allé à New York? Ouais, c'était avant Bref. Avant Bref. Ouais, c'était grâce à toi d'ailleurs.
C'était un peu grâce à toi parce que tu organises les New York Comedy Nights. Ouais, et donc tu jouais régulièrement. En anglais, ouais, toutes les semaines, je jouais avec toi. Et donc tu te disais, tiens, j'aimerais voir ce qu'ils font là-bas. C'était quoi j'avais envie d'aller. On a parlé rapidement, mais j'avais pas l'impression que je sais exactement pourquoi tu voulais aller à New York. Je sais pas, j'avais toujours voulu aller à New York. Je sais pas, c'était ancré en moi. Je voulais aller dans la Mecque du stand-up, aller faire mon pèlerinage. Ouais. Et j'avais envie, donc il y avait ce côté. Toi, t'organises ça. Il y a un homme qui s'appelle Dan Natterman. Il était là et puis il m'a dit bah, si tu veux venir à New York, moi je suis à New York et je pourrais t'emmener dans les lieux. Ça, j'ai pris un billet d'avion le soir même. J'ai fait OK, go. Ouais. Et je me suis retrouvé là-bas pendant 15 jours et j'étais dans une. Tu absorbais du stand-up. Ouais. Je suis allé au Comedy Cellar, grâce à lui je suis rentré au Comedy Cellar, je voyais les 2-3 spectacles par soir, je suis allé au Comics Comedy Club, enfin il y a plein d'endroits, là où, tous les endroits où tu vois d'ailleurs la série Louis. Ouais. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai appris l'humilité, j'ai appris ce que c'était qu'un mec très très efficace, j'ai appris ce que c'était de faire ce métier pendant des années et de pas forcément avoir de reconnaissance. Ouais. Moi j'étais là avec mes 3 ans de stand-up à me dire putain c'est con, j'aimerais que ça marche plus et tout, et en fait me dire maintenant quand je suis rentré j'ai une vraie prise de conscience de me dire bon bah je vais arrêter d'essayer d'être drôle comme on disait au début de l'interview, tu sais c'est quand t'es un jeune humoriste tu veux t'imposer. Je vais arrêter de m'imposer, je vais arrêter de m'imposer, j'ai pas besoin de m'imposer par rapport aux autres, je vais d'abord juste déjà me livrer tel quel, qui je suis, comme je suis, et c'est là que j'ai commencé à écrire des trucs beaucoup plus personnels et c'est là que Bref est sorti de ma tête d'ailleurs. Donc le pilote de Bref était, si je me trompe pas, c'était pas forcément avec l'idée de faire une série, mais c'était un court-métrage. Ouais. C'est un court-métrage à la base. Et donc c'était toi qui as écrit ça tout seul, c'était vous tous les deux dans un premier temps, où tu as montré une idée à Navo et il a dit tiens. Ça faisait 6 mois qu'on bossait sur mon spectacle. Et t'as déjà écrit avec Navo. T'as vu, Navo, c'est beaucoup de discussions. On discute. Beaucoup, on n'arrête pas. C'est pas genre on vient écrire des blagues. Mais j'étais surpris par ça dans un premier temps et maintenant je vois à quel point c'est logique. C'est nécessaire. Enfin, Navo. Et moi, les premiers, on n'est pas là pour faire des commandes. On n'est pas là pour livrer un spectacle. On n'est pas là pour dire ok c'est bon, ton spectacle, ton projet, dans 6 mois, bang bang bang, la réussite. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as envie de raconter, et pour savoir ce que tu as envie de raconter, il faut passer du temps ensemble, discuter. Et c'est amusant d'ailleurs ce temps-là, il est marrant parce que tu découvres plein de choses, tu partages plein de choses. Et c'est là où à un moment donné il y a un truc anodin qui sort et il dit ça c'est intéressant. Tu dis bon, ça m'intéresserait pas ça. Si c'est intéressant. Et on a cette telle confiance en nous qu'à un moment donné j'ai dit ça serait marrant de faire. On est tous les deux des gros influencés de cinéma, et dans le cinéma il y a beaucoup de films qui nous ont inspirés. Il y a Fight Club, il y a David Fincher, Roger Avary avec Les Lois de l'attraction, il y a Clapiche, Jean-Pierre Jeunet, qui sont des influences fortes. Tu vois, ils ont créé un peu ce rapid speech. C'est-à-dire qu'il fallait parler très vite, d'enchaîner plein d'informations. Je dis mais ça n'a jamais été en narration. En narration. Et ça n'a jamais été fait en comédie pure. C'est-à-dire mettre 24 blagues chargées en 1 minute 10 quoi. Ça n'a jamais été fait. Je dis viens, on voit ce que ça passe, et puis on pourra appeler nos potes, ils viendraient jouer et tout, ce serait trop marrant parce qu'ils sont trop marrants nos potes. Du coup on a fait ce court-métrage et au début on commence à dire ce serait bien l'histoire d'un gars qui se prépare une soirée, puis après il va dans la soirée. Puis on se dit attends, déjà la préparation de la soirée ça prend du temps, déjà on va avoir un truc de 4 minutes. Alors comment on pourrait le présenter? Ça se trouve c'est un mec qui dirait à un autre pote alors t'as fait quoi hier soir, et l'autre il dirait bon bah voilà j'ai fait ça, et en fait non, pourquoi cette scène elle sert à rien, on a qu'à tout de suite rentrer dans le sujet, on s'en fout, c'est le spectateur qui écoute. Ah ouais t'as raison, comment on pourrait résumer? Ce serait bien qu'il résume un truc genre ça commence comme ça et ça termine comme ça. Tiens, bref, pourquoi pas, tiens, Puis on l'a écrit ça à force de traîner pendant 6 mois ensemble, l'exécution elle se fait vite derrière. On a écrit en 25 minutes le premier épisode. D'ailleurs, ça, puis on met ça, puis ce serait bien de mettre un petit running gag là, derrière on va après le générique, on met un payoff, c'est-à-dire qu'on fait une mini, avec le popcorn. Une mini scénette et tout, on va faire des trucs, ça peut être marrant, cette situation est marrante, et puis on s'est mis à écrire, et puis Navo m'a dit ça faut que ça existe, parce que j'aimerais trop le voir, c'est un truc que j'aimerais trop voir. Et c'est un mec qui a quand même un certain talent pour les concepts, dans le sens où avoir un regard assez exigeant en se disant est-ce que ça a déjà été fait ou déjà été vu, et il dit non mais ça j'ai jamais vu, ça faut le faire. Et donc je pense que c'est une bonne référence dans le sens où ça t'aide à ne pas devenir
ringard entre guillemets avant même d'avoir existé. Tu vois ce que je veux dire? C'est le côté genre mais oui, même ça a déjà été fait 1000 fois. Hein. Ouais. Dire pourquoi le faire? Ça a été fait 1000 fois. Donc autant chercher un truc. Nous, on cherche une pépite. Viens dans ce coin-là où personne ne va, et puis on va essayer de trouver une petite pépite là-dedans. Mais il y a deux choses. C'est le style qui n'a pas été fait, et l'autre c'est le contenu, c'est le fond. Qu'est-ce que tu racontes exactement? Ouais. Et donc vous avez trouvé en quelque sorte les deux, parce que le fond c'est toi, c'est-à-dire que c'est assez personnel pour que. Ouais. C'est un peu nous, c'est nous vraiment. C'est assez. Ouais, je veux dire. C'est hybride. Là où à chaque fois dans les programmes courts, il y a une blague qui est tirée sur 40, 50 secondes ou 30 secondes, ce qui est très efficace quand t'as Jean Dujardin et Alexandre Lamy qui sont deux acteurs brillants. Tu vois, nous on voulait pas ça reposer sur les acteurs, mais reposer sur l'écriture. De nourrir, d'insuffler une sorte de shot de comédie. Ouais. Et donc c'était avec Harry Torgman. Qui était manager. Tiens, on le fait. Et il a vu, il a fait, les gars, faut qu'on le voit ce truc-là, parce que moi j'arrive pas à voir ce que vous voulez faire. Ouais. Donc j'ai organisé tout ça, j'ai organisé la réalisation du truc et je l'ai réalisé. Ouais. T'avais un peu le trac de le réaliser? La veille, je me rappelle très bien avoir une grosse montée de peur. J'avais tout installé, j'avais le lieu, j'avais installé les lumières avec Joss, mon chef op. Ouais. Chef opérateur, c'est lui qui s'occupe de la qualité de l'image, tu vois, le grain, la lumière, comment on va percevoir la chose, que ça va être un truc un peu des cartoons, un peu fiction, un peu réalité, on sait pas trop. Ouais. Donc, ça. Tu savais ça d'avance? Comment tu voulais que ça... Oui, parce que moi je pense que quand on fait une image, plus on a de la profondeur de champ, plus on met du flou, des trucs comme ça, plus l'image vieillit mieux. Mm-hmm. Mieux l'image vieillit. Ouais. Mieux elle vieillit. Ouais. Excusez-moi pour cette possible erreur de français. Si j'ai commencé à m'excuser pour tout le faute que j'ai fait. Non, mais j'ai toujours... je veux que ça soit beau. Ouais. Je veux que ça soit... je veux que ce soit à la hauteur. Je veux que ce soit à la hauteur, quoi. Je veux pas qu'il y ait un secteur, on dise c'est bien écrit et tout, mais bon, l'image c'est un peu amateur. Tu vois, je veux que tout soit autant. Dès que tu fais un truc, autant te mettre toutes les chances de ton côté. Ouais, si tu peux. Ouais, et puis je voulais vraiment faire un court-métrage, quoi. C'est vraiment un truc qui me faisait kiffer. Et je me rappelle très bien la veille, c'était un samedi, on tournait dimanche matin, et j'ai une montée de peur. Il me dit non, appelle tout le monde, annule, parce que demain tu vas arriver sur le plateau, tu seras pas à l'aise, tu vas peut-être avoir un évanouissement, les gens vont te juger. C'est ta voix intérieure qui te dit de la merde, quoi. Ouais. Et... ce qu'on appelle la schizophrénie. Ouais. Non, mais c'est pas de la schizophrénie, c'est de la peur. La peur c'est une sorte de gaz qui te... Une fois que tu as un peu de stress, elle prend le stress comme un cheval et puis elle parcourt les voies de ton imagination. Et Navo était un peu là pour te soulager en Navo, te il disant, était là et il m'a dit t'inquiète, ça va aller. Je lui ai demandé d'être sur le plateau présent et tout. Et après, quand il est venu en montage derrière moi, je lui ai dit bien, on réalise à deux ce truc-là. Si jamais on en fait d'autres, on fait à deux. Et Canal l'a vu et ça s'est fait tout de suite, ça c'est incroyable. Ouais. Et je me souviens que quelque part vous voulez pas entamer l'écriture jusqu'à ce qu'il y avait la signature de Canal. Ouais. Et même si il y avait le risque que vous n'avez pas beaucoup de temps après, vous insistez. Oui, parce que je ne sais pas si c'est un choix de Torgman ou c'est non, c'est mon choix. Ça, je disais à Navo. Quand tu fais ce métier depuis pas mal d'années, il y a un truc qui est très dur à gérer. C'est pas les mauvaises critiques, c'est pas le public qui est pas dans ta salle, c'est pas t'es drôle, t'es pas drôle, c'est l'espoir. Ça, je pense que c'est le truc qui peut achever une carrière. Mais vraiment. Ouais. La télévision, les gens que j'ai rencontrés souvent, il y avait beaucoup d'espoir, on va faire ça, on a adoré, on va faire ça. Est-ce que tu peux préparer ça. Et toi tu dis est-ce que c'est payé et tout quand même parce que je vais bosser quand même. Ouais mais t'inquiète. C'est comme il y a beaucoup de gens, c'est comme s'ils arrivaient chez toi, ils disaient c'est bien, c'est génial chez toi, tu peux mettre une commode là, ça, ranger, hop, tu nettoies un peu, tu passes l'aspirateur, je reviens dans 5 heures. Et là tu fais tout ça et la personne revient pas, t'attends, 5 heures, t'envoies un mail et tout, t'appelles. Il y a des enthousiasmes qui s'effritent en fait. Et toi, pendant tout ce temps-là, t'as tout fait, t'as nettoyé, t'étais super heureux et tout. Et après la personne te dit non, j'ai pas eu le temps, mais envoie-moi un mail. Prends ta maison en photo et envoie-moi un mail. Mais après la personne fait non, je sais pas, mais des fois elle te répond pas, mais des fois elle te dit non, c'est pas top. Ouais. Et tu dis mais en fait, et ça a joué avec ton espoir. Et je pense sincèrement que si Canal, je m'attendais à rien, mais si j'avais pas attendu, je me dis si c'est un faux espoir, je me relèverai pas. J'étais pas
C'était une période compliquée pour moi à ce moment-là. Donc, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais vraiment pas. Tu voyais pas un peu le. J'étais avec Navo, je voyais pas où ça allait mener Ouais, un peu tout ouais. ça, et je fais ce truc-là, et puis je me dis ouais. Et tu refuses d'y croire. Ouais. Parce que s'ils te disent ouais, et puis finalement non. Franchement, je me serais pas suicidé, c'est pas ça, c'est juste Ouais. je me serais peut-être parmi quoi, de me dire j'aurais fait ouais, j'arrête ce métier, c'est trop dur. Est-ce que tu as l'impression que cette période était nécessaire? Cette période où tu t'es bas? Est-ce que quelque part, Ouais, parce que consciemment ça, ou inconsciemment, c'était nécessaire pour que tu Fondamentalement. puisses soit peut-être avoir cette exigence, ces exigences Ouais, d'avoir ouais, le ouais, continu, ouais. ou juste même créativement que tu avais Oui, besoin oui, d'avoir ce creux avant que tu as eu cette jouissance quelque part avec la créativité qui a d'un coup tu as dû là, c'était sortir. c'est ça, je pense que c'est nécessaire. Quand je dis l'espoir avec Canal, c'est que imaginer tout ce qui m'est arrivé et que ça ne soit pas arrivé, ça m'aurait détruit. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc je me suis dit j'attends, je vois, je suis pas dans l'attente justement, on voit ce qui se passe. Mais est-ce que justement Parce que imagine tout ce qui m'est arrivé ne serait pas arrivé. Oui, Je me le serais imaginé et je me serais juste détruit la tête quoi. Mais tu aurais pu aussi avoir, parce que tu étais un peu dans une petite dépression, que tu aurais pu être beaucoup plus. Il faut que ça se fait, donc du coup je serais plus dans l'urgence du truc. Oui, parce mais que tu n'étais pas dans l'urgence. Tu t'es dit, même si c'est de la merde maintenant, je prends mon temps quelque Ouais. part. Comment tu as eu cette sagesse quelque part? C'est l'expérience de tout. Ouais. C'est l'expérience de un jour tu fais une idée, tu l'écris, puis il y a quelqu'un d'autre qui la réalise et qui te rend compte que c'est pas ouf en fait, c'est Ouais. pas du tout mon idée, donc tu dis je vais essayer de faire ça, je vais le faire moi-même, et puis je vais le faire moi-même, puis ça aussi je vais apprendre à le faire, je vais apprendre, Ouais. je vais surveiller le montage, faire le mixage, parce qu'un jour tu vois le montage, tu fais c'est cool, puis après au mixage tu te rends compte qu'il y a des sons qui ont disparu ou qu'on n'entend pas ce qu'il dit, Ouais. mais les gens vont pas rigoler, ils entendent pas, Ouais. donc tu dis ok je vais faire le mixage, je vais superviser toute la chaîne en fait, ça te nourrit tout ça, tous ces mini échecs, Ouais. tu dis mais merde, je passe à côté de rien, tu te construis en fait. Ouais. Et oui, ça m'a créé du jus parce que c'était une période un peu de galère. Du coup, tout ce que j'ai emmagasiné comme galère, on m'a dit tu peux parler d'un mec qui galère après derrière. J'ai fait bah t'inquiète, Ouais, j'ai je déjà maîtrise un totalement ce stock. sujet. Je maîtrise totalement ce sujet-là. Et c'était Canal qui t'a demandé de parler de ça ou tu voulais Non, parler non, de ça? Canal a dit est-ce que vous voulez en faire d'autres. Ils ont dit Canal, c'est génial, vraiment, c'est un truc de ouf. Ils sont nous ont accueillis, ils ont tenu leurs promesses, donc c'est ça qui est ouf. Ouais. Ils ont dit ouais, carrément, on va le faire et tout. Ils ont dit ouais, carrément, bah, on va signer le visa quand même, le visa d'exploitation. Ouais. Parce que voilà quoi, j'ai besoin d'y croire en fait. Bien sûr. Faites un pas vers moi et en fait ils l'ont signé. Et j'ai bien fait d'attendre parce que du coup ça a donné encore plus de saveur. Mais par contre quand on m'a dit maintenant, là mon pote, Ouais. je me suis transformé en Spurga. J'avais pas de cheveux mais j'avais des cheveux au-dessus de moi qui. On a fulminé avec Navo, on a tout écrit en 15 jours, on a Ouais. fait la préparation de. C'était un été, non? C'était un été, ouais, il y a à peu près 850 plans, 900 plans à mettre, à préparer, qu'on a fait tout en 20 jours. Ouais. Avec Je me une équipe souviens technique, d'avoir vu, je pense que c'est sur Facebook, Harry postait un peu vos Ouais, les votre photos. progrès. Ouais, les photos, ouais. Ouais. Bah, c'était super, hein, Ouais. on arrivait à. L'énergie était là, et mine de rien, toute l'énergie que j'avais avant à m'économiser, à me dire attends, cherche un truc à dire, trouve un truc à dire, c'est pas. En fait, il fallait juste que je parle de moi. Est-ce que tu avais l'impression, tu avais beaucoup de doutes que ça allait Tout pas le temps. marcher, dans le sens que tu te disais à un moment donné, Tout le mais temps, c'est tout trop le temps. égoïste, personne va. Tout le temps. Ouais. Tout le temps, quand je parlais de la masturbation, je me disais Ouais. les gens vont me juger, vont me dire ta gueule. Est-ce que Canal t'a dit ça se fait pas? Canal ou- n'a jamais rien dit. Ah, c'est cool. Canal n'a jamais rien dit. Une blague ou deux, ils ont dit bon, ça, faites attention. Et ils ont eu raison. Et pourquoi, à ton avis, ils t'ont Mais j'ai donné autant de liberté? Premier épisode, il passe, je dis ouais, les gens, cool, parce que je savais que j'avais testé sur les gens. Donc je me Ouais. dis bon, celui-là, je pense qu'il va marcher. Il va plaire. Ouais. Le premier était le pilote, rappelle-moi. Le premier, c'était le pilote. Ok. Donc je l'avais déjà montré à une centaine de personnes et les gens étaient assez unanimes là-dessus. Donc je me dis Ouais. bon, c'est cool, j'ai bien fait mon boulot. Ouais. Deuxième épisode, je dis bon, c'est bon, les gens ils vont arrêter. Ouais. Puis les gens ils aiment bien le demain avec demain imaginaire, tout ça. Troisième épisode, je fais bon, ils vont arrêter, c'est bon, ils vont arrêter. Et j'arrête Ouais. tous les jours, chaque épisode, je dis bon, les gens ils vont arrêter, c'est pas possible. Et à chaque fois, je voyais des gens qui me soutenaient de plus en plus, des gens qui me reconnaissent dans la rue. J'allais à la même prod tous les jours, je voyais des gens se retourner sur mon passage. Et c'était super. Ouais. Je me souviens que je pense que c'est le deuxième qui m'a plus convaincu presque que le premier, parce que le deuxième était métaphorique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que je dis, ah, voilà. Il commence à flirter avec quelque chose qui poussait au-delà de juste, Oui, il faut- tiens, c'est une soirée, Ouais, tu voilà, vois, ouais. que vous touchez à quelque chose qui était abstrait. On voulait mettre, dès les 5 premiers épisodes, on voulait montrer à tout le monde que ce serait une série. C'est-à-dire Ouais. qu'il y aurait des liens entre les épisodes. Ouais.
et que ce serait pas que ça, ce serait aussi des moments imaginaires, des moments trucs. On voulait imposer le plan cul en 10 épisodes. On voulait tout imposer pour montrer qu'il n'y avait pas que de la drôlerie, que du Et en fait, en faisant ça, c'est une phrase de Steve Jobs qui disait ça. Il dit, plus vous faites la même chose, moins les gens vous donnent l'autorisation de faire autre chose. Et je me suis dit, et on a appliqué ce concept, on s'est dit, viens, on éclate tout. En 10 épisodes, on éclate la narration dans plein de choses, on montre qu'il y a plein de choses comme ça. On a posé le canevas. Après, les gens qui ont vu les 10 premiers épisodes, ils vont pas être surpris, genre, oh attends, c'est devenu quoi. Et on a eu des conseils très sages de Canal, de Ariel Saraco, qui est une personne extrêmement avisée, qui nous a dit, par exemple, l'épisode de la photo, il a dit, l'épisode de la photo il est formidable, mais faites-le vers le 25e épisode. On a fait d'accord. Ah oui, d'accord. Comme ça, les gens auront le temps d'être surpris encore d'un nouveau truc. Et ça, c'est là où l'expérience de Canal a compté. C'est de bons conseils. Et donc, après, bref, la scène te manquait? Oui, je faisais un peu de scène et tout, mais j'étais tellement fatigué, mec, c'était tellement fatigant. T'as besoin de faire une grande pause? T'as pris des vacances après? Ouais, j'ai pris un mois avec Navo, on est parti en vacances. Mais c'était bien, c'était agréable. On est parti tranquillement. Puis, et puis après, il y avait la promo du DVD qui est sortie, donc c'était intense. Montreux, le festival de Montreux, plein de choses, plein de choses. Et ensuite, on a commencé en janvier, on a commencé à écrire. On a commencé à écrire des nouveaux trucs avec Navo et puis la vie. La vie te dit, ça serait bien que tu retournes à Reims, t'occuper de ta famille parce que il y a des jours que tu pourras jamais rattraper si tu pars pas maintenant. Donc je l'ai fait. Et j'ai tout mis de côté puis je suis allé à Reims. Est-ce qu'il y avait une espèce de soulagement chez toi après avoir fait tout ça pour Bref, en disant quelque part là je peux mourir et ça va parce que j'ai fait quelque chose, je suis allé au bout dans moi un projet et je l'ai vraiment explosé, je l'ai fait exploser. Je sais pas, comme je te dis, j'oublie vite, donc j'ai pas la notion du palmarès, j'ai pas cette notion dans ma tête. J'ai plus l'envie sur le moment d'après. D'accord. Il y a prochaine. Donc ça vient assez rapidement. Cette envie, genre, ok, tiens, ça c'est fait, mais tu regardes le prochain truc. C'est plus ça c'est fait. J'ai jamais revu Bref. Ah ouais? Non. C'est Navo qui m'a dit, tiens, tu devrais le mater parce que c'est pas mal. Et du coup, on s'est rematé ça à un moment donné, je crois qu'il y a 1 an et demi. Il me dit, viens, on se replonge dans le délire, on a regardé le truc. C'est vrai que c'est pas mal. Et mais c'est pas mon, tu vois, c'est pas mon fait d'armes où je regarde ça tous les jours. Non, mais tu vois, je suis pas là-dedans, je suis pas dans le palmarès. C'est comme tous mes anciens sketchs et tout, oui, mais pas forcément le revisiter, mais dans ta tête dire, oui, justement, c'est fait, je peux respirer, parce que je te demande ça, parce que par exemple, moi, j'ai toujours une espèce de voix créative qui dit, il faut que tu te réalises toi-même. C'est ça. Et donc, tant que j'ai pas une sensation de réalisation de soi-même, j'ai toujours cette moteur qui est là. Et donc, je me pose la question, si toi, après Bref, cette voix s'est éteinte un peu en disant, ok, tu peux prendre un mois de vacances quelque part. Quand t'as c'est compliqué parce que c'est anti-programme dans ma tête, mais c'est quand t'as des gens qui te disent c'est bien, que des journalistes te disent c'est bien, que des diffuseurs te disent c'est bien, et que le public surtout te soutient, ça te détend. C'est vrai, ça m'a fait du bien. Ça m'a détendu. Mais parce qu'aussi quelque part tu savais que c'était bien. Même si Non, par contre j'étais très heureux que c'était à l'image de ma pensée. D'accord. C'est-à-dire que je voulais vraiment que que c'était assez proche de ce que tu imaginais. C'est 3-4 heures d'écriture par épisode, c'est une demi-journée de tournage avec une équipe de 25 personnes, c'est 2-3 jours de montage minimum, c'est 5-6 heures de mixage pour 1 minute 30 au rendu, un dimanche à 2h du matin jusqu'à 4h du matin parce qu'après lundi tu retournes, c'est de la publication, c'est de l'étalonnage fait par Navo, c'est tout ça, enfin c'est du partage de tâches très très fort, beaucoup de prépa en prod et tout. C'est tellement exactement ce que j'avais en tête que j'en suis heureux en fait. Je suis heureux de ça. J'aurais été malheureux que je me suis dit bon voilà, ça me donne confiance. Ok, ma vision, quand je supervise de A à Z avec Navo naturellement, mais quand je supervise de A à Z un projet, ça plaît. Je suis content parce que ça m'encourage en fait, ça me fait du bien. Mais j'ai pas
le retour que j'ai eu sur Bref, ça m'a fait du bien, ça m'a détendu en fait, et ça m'a encouragé à aller encore plus loin dans mon écriture, à aller encore plus loin, à m'autoriser en fait. Pour la deuxième saison, tu veux dire, ou pour Non, il n'y a pas de deuxième saison, il y en a qu'une d'ailleurs, il n'y a qu'une saison, mais j'ai à m'autoriser même en tant qu'humain qui écrit des blagues, quoi, qui écrit des histoires, je me suis dit, je vais aller plus loin. Et donc maintenant pour ton One, t'en es content? Là, le premier ou le deuxième? Non, Pulsion. Mais j'en suis vachement heureux. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un propos dans le spectacle dont je me dis, c'est drôle, je peux pas l'enlever. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis super heureux. J'ai mis du temps. J'ai mis 2 ans. C'est 3 ans de réflexion. Dans ces 3 ans, il y a eu 1 an et demi d'écriture, 1 an de test. Et là, maintenant, je le joue et je commence à vraiment prendre du plaisir. Est-ce que tu as l'impression que tu es, en parlant de Farid, plus détendu et tu assumes complètement le silence, il y a un silence? Mais moi, j'ai aucun problème avec le silence. Au contraire, je trouve que le silence, c'est le meilleur moment dans le théâtre. C'est le côté genre, qu'est-ce qui il est en train de jouer un truc, il y a une captation, tu captes les gens. Il y a silence et silence. Hein. Il y a silence après une blague, mauvais signe. Il y a silence pendant la blague et après tu amènes ta punchline et t'as un rire de ouf. Tu fais ok, c'est bon là. Et c'est intéressant parce que plus je fais ce milieu, plus moi, ce métier, j'ai l'impression que plus c'est un signe du talent. De assumer le silence. Par exemple, j'ai vu Blanche. Blanche, t'as vu Blanche, elle assume tellement les silences. Dimanche dernier, pas hier, la semaine d'avant, et c'était. Ouais, c'était fou à quel point il y a plein de silence, mais on est là. On est toujours avec elle. Et quand les chutes, comme tu as dit, arrivent, c'est une explosion. Je pense que c'est ça. Mais ça passe par beaucoup d'entraînement, de travail, de confiance. Je pense qu'au début, quand ils l'ont dit la première fois, leur texte, ils le boulaient, genre rire. Maintenant, ils savent qu'ils ont un rire, donc ok, ils calment, ils préparent et pouf. Comme une boule de bowling, t'entends. Elle s'éloigne, t'entends plus le. Et t'entends. Et donc, comment c'était de revenir avec Navo dans l'écriture à deux pour la scène? On s'est jamais quitté par rapport à ça. Parce que vous travaillez toujours perpétuellement. Tout le temps. C'est rare, là on a passé une semaine à pas se voir, mais c'est parce qu'on a des copines, quoi. Et comment se tient, on va travailler ça ou juste vous voyez entre potes? Il y avait des soirées première fois avec Yacine Bellous. Ouais, qui est chouette. Je me souviens, tu faisais ça régulièrement. J'en ai fait 8. 8, mine de rien, ça fait 8 passages de 5 à 10 minutes à chaque fois. Ça fait 80 minutes de blagues. Je pense que je suis un ancien mauvais élève. Et je pense que je suis un très bon mauvais élève. C'est-à-dire que je travaille bien dans l'urgence. Je suis un excellent mauvais élève. C'est-à-dire que je donne-moi une deadline. Et je pense que 2 heures avant, je vais te pondre un truc et je vais le ficeler assez. Je vais être tellement concentré, tellement stressé que ça me concentre et que je vais sortir un truc, quoi. Et quand tu faisais la première fois, tu écrivais dernière minute? J'avais l'idée. Je laisse gamberger, je fais attends, je vais partir avec quoi mardi prochain? Ok, c'est quand mardi prochain? C'est tout à l'heure, d'accord. C'est quoi? C'est tout à l'heure, à 17h je me mettais à écrire. Je posais mes idées, des fois j'écrivais la veille. J'appelais Navo, on se voyait la journée, l'après-midi, puis voilà, je pensais à ça, puis après on restructurait ensemble, on repunchait ensemble. Puncher ça veut dire on mettait des blagues dedans. Et du coup à la fin, du coup ça faisait un 5-10 minutes et puis. Tu savais qu'en faisant ce passage que tu étais en train de réécrire ton spectacle? Tu savais, c'était conscient. J'avais pas la thématique sur les pulsions, mais je me suis rendu compte que tout ce dont je parlais, c'était pas très intime quand même. Donc, je me souvian, j'ai vu peut-être 2 de tes passages la première fois. C'est bien passé à chaque fois, il y a une telle bienveillance dans cette soirée. C'est super. Moi, j'en ai fait 2, et chaque fois, je flippe avant, mais chaque fois, là, après, tu dis, putain, super. Mais il y a un truc, quand t'en fais 8, tu flippes plus à la fin. La nouveauté te fait plus peur. C'est-à-dire que le fait de faire un truc nouveau, ça te fait plus peur. Et ça, mine de rien, c'est cool. Et je pense que de manière globale, on devrait... Il y a un truc que j'ai vu dans les plateaux parisiens, c'est que quand tu joues avec d'autres humoristes, tout le monde arrive avec son 5-10 minutes parfait. Et donc tout le monde a le méga rire. Moi, j'ai commencé à faire ça avec mes nouvelles minutes, tu vois. Donc forcément, j'étais un peu moins musclé que tout le monde et j'avais l'impression d'être pas drôle et tout. C'est dur. Et c'est n'importe qui en fait, parce qu'il y a des gens, ils rôdent, ils arrivent sur scène, ils ont un truc, ça fait 4 ans qu'ils le répètent, leur 5 minutes, alors 5 minutes, puis il est imparable. Imparable. Ils ont tous les rires dans tout, même quand ils n'ont pas un rire, ils ont la formule pour avoir le rire derrière, ils ont tout. Ils l'ont tellement joué, ils ont l'expérience en fait.
Et toi, t'arrives avec un truc sans expérience et tu dis, bon, bah, faut que ça vole comme une Rolls-Royce parce qu'en plus, t'es connu. Ouais. Du coup, tu dis, attends, moi, tu trouves que ça te met une pression incroyable. Ouais. Parce que, oui, j'allais dire, c'est pas forcément d'être entre ces humoristes pour toi, mais aussi devant le public. Ouais. Le public vient de taper 3 humoristes qui avaient 8 minutes de béton. Ils sont magiques sur scène. Et il arrive, ce mec qui veut tester un truc qui est moins bien, du coup, il a encore l'air plus fade, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as l'impression d'être. Ouais, c'est ça. Ouais, et donc je comprends tout à fait que c'est dur de tester dans ce genre de choses. Ouais, puis en plus t'es connu, donc les gens ils disent en plus, ouais. Pas de montage, hein. Ouais. Est-ce que ça t'a poussé ou ça t'a énervé? Je me suis dit, non, je suis pas du genre je suis du genre à têtu. Hein. Je me dis, ok, bah si ça veut dire que mon matos il est bon, j'ai eu des rires quand même, donc j'ai pas fait de bide, hein, j'ai eu des rires, mais il est moins bon, mais il demande d'expérience. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir demain et je vais refaire le même truc, et je vais revenir, et je vais refaire, et je vais refaire, et je vais refaire. Je vais jouer partout là où on veut de moi, jusqu'à temps que ce soit bon. C'est ce que j'ai fait pour mon spectacle, et maintenant mon spectacle il est prêt. Ouais. Et maintenant j'ai une cadence de rire qui est belle en fait. Est-ce que à quel point c'était difficile à mettre tous ces sketchs pour construire une heure? Non, ça a été assez simple, ça a été assez naturel en fait. Ouais. Je suis parti de moi, donc c'est assez simple. Ouais. Les pulsions, en fait, quand je dis à Navo, je fais Pulsion, c'est un bon délire. J'ai envie de l'appeler spectacle Pulsion. Ouais. Je me dis, ouais, ça claque, ouais, Pulsion. Puisque ça n'a jamais été fait, et puis surtout, c'est un truc qui. Ça te parle, quoi. Ouais. Pulsion, on se dit, Pulsion. Comment ça, c'est drôle, ça va être quoi? Attends, c'est bizarre. Pourquoi? Ça m'intéresse. Ouais. Donc, et donc, t'as l'impression que ça va évoluer beaucoup? Ou t'es assez content là? Là, je suis parti en tournée. J'ai commencé ma tournée de perfectionnement d'écriture à Bruxelles. J'avais 57 minutes. Ouais. Et ces mêmes 57 minutes maintenant font 1h25. Ah oui, d'accord. Les mêmes. Comment ça se fait? Les silences, la confiance, la détente. Ouais. Prendre du temps avec les gens. Et puis une blague par-ci, une blague par-là, un running gag qui déclenche un applause. Du coup, ça crée des minutes, tout ça. Ouais. Ok. Je vais venir te voir. Ouais, quand tu veux. Donc c'était à l'Européen jusqu'à quand? Jusqu'à fin mai. Puis après, on tourne dans toute la France et je reviendrai à Paris ensuite. D'accord, ok. Tu sais, à la fin de chaque podcast, je demande que tu me poses une question. Ouais. T'as une question, t'as réfléchi? Non. Ouais. Est-ce que tu prends du plaisir sur scène? Tous les soirs? Non. Tout le soir, non. Dans une heure, combien de temps en moyenne tu prends du plaisir? Ça dépend vraiment de la soirée. Parce que je peux avoir 1 heure de plaisir pur et d'autres soirs où je peux dire la moitié, sinon 3/4 sont galères si vraiment je sens que le public n'est pas avec moi. Mais de moins en moins, en fait, je veux dire, la plupart du temps, je prends le plaisir parce que même où il y a peut-être quelques années, j'aurais pu vivre un public qui n'est pas forcément avec moi comme un grand échec. C'est au contraire, maintenant, je vois comme un défi. C'est-à-dire que maintenant, je sens, ok, t'es pas avec moi, je vais te convaincre que je suis drôle. Tu vois, cette mentalité qui a changé au fur et à mesure, que maintenant, si je vois ça, ok, ça me donne encore plus des fois la rage de dire, je vais le choper. Ouais. Et donc, c'est déjà arrivé de faire yes. Ouais, c'est sûr. Quand tu déclenches une applause, tu fais, je vous ai eu là. Ouais. Mais en même temps, dès que j'ai cette réflexion, je dis, ok, ne le perds pas, parce qu'après, il faut être vigilant et continuer. Quand tu arrives finalement à les convaincre, il faut le garder aussi, parce que vu qu'ils n'étaient pas là avec toi au début, il faut quand même être vigilant et garder cette énergie pour le vraiment convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même toujours des fois, des plateaux ou des situations merdiques où des fois je me trouve dans un plateau complètement merdique où je fais mon one dans un endroit, j'ai pas vraiment bien fait assez de recherche avant, donc je me trouve dans un petit pub. Je vois très bien. Comment je suis arrivé ici? Je suis plus à ce stade-là, tu vois, mais en même temps, oui, c'est une espèce de la vie qui dit, ah oui, t'es quand même toujours, il y a toujours une partie de toi qui est là. Il y a une petite personne au fond de la salle, c'est l'humilité. Voilà, exactement. On va faire un petit bout de chemin. Je suis là. Et j'ai une dernière question. Quel conseil tu donnerais à Sébastien Marx qui est arrivé en France, qui commence le stand-up il y a 3 ans? Plus que ça. Ouais, 5-6 ans. Ouais, 6 ans. C'est quoi le conseil que tu donnerais à toi, jeune humoriste? Plus qu'un mec qui arrive en France. Ouais, plusieurs choses, sûrement plusieurs choses. Détente, de se détendre, oser. Même si je pense que j'osais à l'époque, je pense que j'aurais pu oser plus. Et avoir la foi un peu plus aussi. Ouais. Moi, je t'avais vu, c'était une soirée, c'était à l'Art Café, la première fois que je t'ai vu faire du stand-up. Au Paname.
Non. Ah, là, café à rue de Lappe. Rue de Lappe. Ouais. C'est là que j'ai vu te faire ton premier passage sur l'alcool et la drogue. Ouais. Ouais, je me rappelle très très bien. Ouais. C'était dans Seb Melia qui présentait, c'était Ouais, le Comedy ouais, School. c'était Comedy School. Ouais. Voilà, c'est ça. Je me rappelle très très bien. C'était un de tes premiers passages d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'était et alors? Bah, c'était très marrant. D'accord, ok. Après, j'ai fait là, il y a un anglais ou un américain Ouais. qui est arrivé. Bah, on s'en fout de tout. Il est vraiment marrant. Ouais. Je me rappelle. Ouais. Parce que je me souviens que tu m'as même donné des conseils par rapport Je à me ce suis sketch. permis ça, oh, l'audace du gars. Quoi. Si. Moi, c'était peut-être pas la première fois, mais c'était la première fois que tu m'as dit des conseils par rapport au regard. Parce que toi, tu me voyais en tant que metteur en scène, en fait. Ouais. Et tu baissais les yeux. c'est possible. Je me souviens pas. À chaque fin de blague, tu baissais le regard. C'est possible. Et aussi, tu m'as dit aussi une espèce de... Oui, il faut assumer le sourire en fait, il faut libérer le rire, c'est ça que je t'avais dit. Ouais. En fait, de plus assumer en fait ce que tu faisais. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est une erreur en fait, c'est deux mécanismes chez les jeunes acteurs, au-delà des comiques ou pas, c'est qu'on place la mémoire, les yeux placent la mémoire quelque part. C'est-à-dire que quand tu dis un truc, tu dis nanana, tu finis ta blague et après tu es en train de réfléchir à ce que tu vas dire après. Donc tu vois ton regard partir. C'est sûr. C'est facile d'évacuer, de dire qu'il y a des problèmes. Pour résoudre ces problèmes-là, en fait, c'est que quand tu as fini ta blague, il faut que toi, dans ton par cœur, tu aies appris le début de ta blague. Oui. Tu as la fin de ta blague et le premier mot. Ouais. Comme ça, tu sais. Comme ça, quand tu regardes les gens et ta blague, elle est déjà chargée. Tu n'es pas obligé de faire nanana. Tu regardes tes pieds, tu charges et hop, tu remontes. Ouais. Mais de rien, quand tu casses le fil avec le regard, tu casses l'attention des spectateurs. Ouais. Donc c'est pour ça que je t'avais dit, baisse pas ton regard ou regarde les gens dans les yeux quand tu fais ta blague. Fais un petit sourire. Ça t'empêche pas de... Tu avais raison surtout, vraiment, parce que je me souviens quand on était au Pronzo, tu m'as parlé de ce truc de sourire et depuis... Si je rencontre Louis C.K. fait ça tout le temps. Ouais. Mais il dit des conneries, de saloperies, il sourit, ça passe. Il est charmant. Il est charmant. Il est charmant. Et on parle pas souvent à quel point il est charmant. Parce qu'il sait. Le fait qu'il sourit, il dit je sais que ce que je suis. C'est pas bien. C'est une connerie ce que je raconte là. Mais il est pas inquiétant du coup. C'est ça. C'est du charme et puis c'est de la présence. Et puis il éclate pas de rire, il rigole pas à ses blagues. Ouais. Mais tu vois, il y a une différence entre je viens de dire un truc un peu dur et je me délecte un peu de cette situation. Ouais, c'est ça. Mais pas je suis trop marrant. Ouais. Ce qui est une différence. Mais je pense que c'est ça, c'est jamais casser le regard et toujours garder du charme. Ouais. Il est agréable. Ouais. Tu peux dire les pires horreurs, les gens diront c'est sympa. Ouais, mais c'est le packaging. Ouais. Bon, merci beaucoup, monsieur. Merci Seb, merci à toi. Voilà la fin de notre podcast. Kian Kojandi et moi, je vous conseille de voir son spectacle Pulsion à l'Européen chaque jeudi, vendredi, samedi à 20h. Et je vous conseille aussi de regarder Bref si vous ne l'avez pas encore vu et aussi Bloqué. On a un peu oublié de parler de ça, mais il écrit aussi pour Bloqué qui est une émission humoristique sur Canal+. Si vous voulez me voir, moi je vais commencer à l'Apollo Théâtre, pas trop loin de République. Et je vais jouer le vendredi et samedi à 20h mon spectacle qu'en français pour l'instant à New York et à Paris. Donc toute l'information pour tout ça est sur mon site sebmarx.com ainsi que à Facebook. Et comme je vous ai dit au début, j'anime mon plateau The New York Comedy Night chaque vendredi à 21h30 au Sceaux Gymnase qui est le 4e étage, le grenier du théâtre Gymnase Métro Bonne Nouvelle. Voilà, abonnez-vous, likez la page. Je vous aime. Bonne nuit.